L'un est fou, je crois qu'il est dans un asile de psychiatrie. Le deuxième est gendarme. Le troisième, bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Toujours est-il qu'il semblerait qu'ils aient été marqués par cette affaire-là. Mais ils ont été tellement sollicités, tellement embêtés par des ufologues qui sont venus faire des interviews, des interrogatoires et des contre-interrogatoires, que par la suite ils ont dit que c'était un coup monté, que c'était une blague, que c'était faux. Voilà. D'après des personnes de leur entourage, il semblerait que non, c'était un cas à l'origine authentique. Autre question, que tu penses de l'affaire Humo? Aïe aïe aïe, c'est une grande question ça. Je ne sais pas mon ami Victor ce qu'il en dira aussi. Effectivement, je veux dire, il y a de quoi. Effectivement, il y a beaucoup de polémiques dans ce domaine-là. C'est naturel. C'est naturel. Je crois que. C'est difficile. Oui, bon, c'est vrai que c'est très difficile à dire. Mais ça a été tellement médiatisé, politisé, et tellement de personnes ont repris l'affaire Humo à leur propre compte, ou ont désinformé, peut-être plus ou moins volontairement, plus ou moins sciemment, désinformé le public, que c'est très très difficile de savoir si cette affaire est authentique ou non. Et maintenant c'est difficile d'arriver à une conclusion, parce qu'il y a tellement d'informations, de rumeurs, de plus ou moins contradictoires qui circulent, que bon, c'est pratiquement impossible d'arriver à avoir, disons, la quintessence, la base de ce qui s'est passé. Le cas, il n'est plus vierge. Bon, je crois qu'une bonne enquête, avant tout, ça commence par une enquête de terrain. Terrain, mais à la base, au départ. À la base. Après, la polémique, c'est difficilement vérifiable. Nous sommes allés sur les traces de l'affaire Humo dans la région de Digne, ici en France. Nous y avons passé une semaine, Bernard et moi. L'information est très difficile à cueillir parce que c'est une affaire qui remonte à une quarantaine d'années. Beaucoup de gens n'habitent plus la région et certains sont morts, on va dire beaucoup sont morts. Et dans le peu de détails qui nous restaient, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de fausses informations sur les noms de lieux, par exemple. Ce qui rend la recherche encore plus difficile. La pierre de touche de l'affaire Humo, la base, ce serait ce fameux vol d'électricité. De compteur. Ce n'est pas un vol de compteur matériel, je veux dire. Un vol d'électricité par détournement d'électricité. Ah. Et s'il y a eu un procès verbal, depuis le temps, il a été détruit. Donc, c'est très très difficile à savoir. Maintenant, ça c'est pour l'anecdote. Il y a des personnes, c'est ce que disait, je crois, Ribera, Antonio Ribera en Espagne, Jean-Jacques Pastor, ici en France, qui reçoit des textes humides et qui les traduit en français. Il leur serait arrivé certaines anecdotes en enquêtant sur l'affaire Humo. Par exemple, un jour où il était à un congrès humide en compagnie du chercheur français Jean-Pierre Petit, dont notre ami Jean-Jacques Pastor se serait aperçu qu'il avait une tache sur sa chemise. Bon. Pendant le congrès, ou à la fin du congrès humide, mystérieusement, cette tache avait disparu. Il en a fait part à Jean-Pierre Petit, qui lui a dit « c'est bizarre, il vient de m'arriver la même chose ». Voilà. Quant à moi, il m'est arrivé aussi une petite aventure extraordinaire, c'est que j'avais dans cette poche, que tu peux montrer à la caméra, hein, j'avais un stylo que théoriquement j'ai en permanence, qui est celui-ci, un beau stylo, voilà. Un soir, j'ai voulu m'en servir, il n'y était pas. Je pensais que j'avais oublié. Ça me paraissait déjà assez curieux. Bon. La nuit se passe, et le lendemain matin, en me levant, je trouve le stylo à sa place dans la poche.
Je m'en suis servi une partie de la matinée. Je le range. L'après-midi, j'ai eu besoin du stylo pour relever un témoignage sur le phénomène OVNI. Il n'y était plus. Ça m'a paru assez drôle pour que je puisse en parler à Bernard, à sa femme et enfin aux gens qui faisaient partie de la promenade avec nous. Il n'y était plus, on s'était avéré, il n'y était plus alors que on m'avait vu le mettre dans la poche dans le courant de la matinée. Toute l'après-midi se passe. En fin d'après-midi, je plaisante sur cette affaire de stylo avec un ami et qui me dit bon, c'est sûr que ton stylo n'est pas revenu à sa place dans la poche. Bon, je dis non, regarde, et effectivement le stylo n'y était pas. On quitte Digne en voiture, on arrive à Marseille donc 2 heures après, j'arrive à la maison, le stylo était à sa place dans la poche. Quando était tout ça? Quando s'est passé tout ça? Quand nous sommes allés à Digne, à la fin du mois d'août, avec Bernard. C'est-à-dire il y avait Bernard, sa femme, Robert, Alessandro et moi. Et que tu penses des petits gris? Ah, je ne les ai pas encore vus. Ce que je pense des petits gris, je ne sais rien, mais... Il y a beaucoup Non, de bon, ce que je pense, c'est que, bon, dans le phénomène ufologique, enfin dans l'affaire des ovnis, bon, il faut être très prudent, il faut parfois être un petit peu comme Saint Thomas. Bien qu'on croit aux ovnis, il faut des preuves, et les convictions, c'est pas suffisant. Il faut surtout ne pas avoir de préjugés. Si un jour on m'amène la preuve irréfutable de l'existence des petits gris, je dirais oui. De même qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas dire à 100% non, ça n'existe pas. Mais il est vrai que les agences de renseignement étrangères sont très fortes aussi pour faire croire, dur comme fer, à l'existence de choses qui peuvent très bien ne pas exister du tout. Bon, à l'heure actuelle, je sais qu'ici en France, il y a des gens qui, sur certaines affaires, et là j'en reviens à ce qu'on s'intéresse maintenant, les affaires de mutilation animale, de moutons, certains auteurs de science-fiction parlent déjà de petits gris qui tueraient ces pauvres moutons. Voilà. Mais nous, on n'a pas de preuve de ça. On pense que la seule preuve qu'on puisse avoir, c'est en passant d'abord par des instituts vétérinaires, essayer d'avoir une information scientifique, d'avoir une base scientifique et logique. Jusqu'à présent, il semblerait que ce sont des moutons tués par des animaux. Oui. Il semblerait. Bon, enfin, tout ça, c'est pour dire qu'on peut faire beaucoup de récupérations sur une affaire dont on n'a pas encore de preuves tangibles. C'est très facile de faire de la spéculation. Et dans tes enquêtes, as-tu trouvé des épreuves tangibles en général sur les ovnis? Traces sur le sol, par exemple? Jusqu'à maintenant, nous-mêmes, non, on n'a pas eu vraiment de... On n'a pas vu, enfin, on n'a pas enquêté vraiment sur des traces. Bon, je veux dire, sur le sol, il n'y a pas eu de... Bernard, avant un sol. Oui, il y a eu dans le sol. En 88, donc Bernard Hugues, là, notre cher ami président, s'est rendu à Valençol pour une affaire donc, qui était récente, hein, c'était pas l'affaire Valençol que tout le monde connaît, bon, pour des traces de lavandin desséché. Les gendarmes avaient dressé procès-verbal de cette affaire. Le champ avait été survolé par hélicoptère, par les gendarmes. Des photos avaient été prises. Bon, à l'origine, le paysan avait prévenu les gendarmes sur justement des plants de lavande qui étaient secs, bizarrement. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'observation de phénomènes lumineux. Ce n'est pas consécutif à une observation particulière, à une observation visuelle. Il n'y a pas Voilà. eu de-
il y a simplement eu des traces au sol, dans une zone qui est réputée sensible de par les témoignages qu'il y a eu dans le passé. Et il s'est avéré, donc après 2 analyses qui ont été faites séparément par 2 laboratoires, il n'y a pas eu en fait de conclusion frappante. Bon, ils ont simplement constaté que les plants de lavandin étaient morts par arrêt de sève. Mais ils n'étaient pas morts par utilisation de pesticides. Voilà. Il aurait fallu faire des analyses plus poussées, mais malheureusement, bon, ça coûte beaucoup d'argent, et le problème de toutes les associations ufologiques, c'est qu'elles ne sont pas aidées, et c'est très très difficile parfois de faire le travail qui s'impose, et les moyens manquent. Souvent, les moyens manquent, surtout au niveau financier, pour faire vraiment de la recherche scientifique très poussée. Et malheureusement, on se débrouille avec les moyens que l'on a, étant bénévole bien sûr dans cette recherche. Là, c'était la seule fois, depuis l'existence de l'association, que nous avons eu affaire à des traces, à des effets sur les plants de lavande. Il y avait aussi des traces de pesée. Bon, c'est-à-dire, je crois qu'il y avait 2 traces de pesée qui faisaient quelques centimètres à peine de diamètre, plus ou moins carrées ou cylindriques. Ouais. Il y en avait 2, puis pareil qu'ils en auraient trouvé une 3e. Et d'une certaine profondeur. Il y a eu une polémique. Voilà. Une autre association voisine de la nôtre aurait trouvé une 3e trace qui, d'après nous, n'existait pas, et qui, d'après les gendarmes, n'existait pas non plus. Là aussi, en plus du problème, disons, de manque de moyens, il y a aussi le problème de l'honnêteté des associations. Et alors, je te demande, comment travaille le serpent? Comment êtes-vous organisé? Qu'est-ce que c'est le serpent? Bon, qu'est-ce que c'est le SERPA? Bon, mais le SERPA, on est une association, bon, on s'intéresse aux phénomènes, disons, plus précisément, aux phénomènes astronomiques complexes. Lorsque nous avons affaire à des cas particuliers, d'observation, de traces au sol, choses comme ça, nous demandons l'aide des scientifiques afin qu'ils puissent nous aider pour avoir une information rigoureuse. On estime qu'en ufologie, c'est la voie du milieu qui est la plus juste et qui est la meilleure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de parti pris. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs pour tout le monde ici en France. Voilà un petit peu quelle est notre ligne de conduite. Et lorsque Bernard et moi, nous avons créé l'association, on pensait, bon, c'était peut-être un petit peu utopique de notre part, mais je pense que ça partait d'un bon sentiment. On pensait créer une association qui se veuille un petit peu l'écho ou l'intermédiaire des pouvoirs publics, des pouvoirs officiels. Autre question. Est-ce que vous organisez quelque chose, des congrès, vous avez des publications, vous publiez des livres? Oui, bon, nous faisons une revue, la revue AMA, qui est le reflet et la vitrine de ce qu'on fait, de notre travail. Au niveau des congrès, oui, bon, cette année on a fait notre 3e congrès international. Il y a eu, disons, un certain succès, je pense sur le plan de la qualité ufologique. Nous avons également fait des conférences dans le passé. On a fait dans le passé la conférence des contactés avec Jean Miguel et d'autres personnes, peut-être moins connues. On a organisé également une conférence avec Jean Miguel tout seul, qui a parlé de ses livres, 1996, La Révélation, bon, etc. Voilà. Auquel j'ai enquêté là, en Lozère,
Bon, j'ai parlé du cas tout à l'heure qui avait été relevé et qui se trouve dans le livre de Franck Marie, là, OVNI Contact, et qui effectivement j'ai pu, connaissant la personne, puisque c'est un cousin éloigné, j'ai pu, disons, vérifier en quelque sorte, avoir la confirmation de la véracité du cas, je veux dire. Mais nous en avons parlé tout à l'heure, on va peut-être pas y revenir dessus encore une fois. Mais il y a également un autre cas que j'ai relevé qui s'est passé de l'autre côté du département. C'est un libraire à Mende qui a effectivement observé, toujours à la même heure, vers 7h moins 5, 7h moins 10, un objet qui est arrivé de l'ouest et qui s'est déplacé vers l'est et qui ressemblait, c'est-à-dire à un triangle lumineux. Il y avait 3 boules en triangle avec derrière des sortes de volutes lumineuses qui formaient un cercle, et il s'est déplacé en silence, il est passé en dessus de sa maison. Il a survolé la vallée du Lot, puisque sa maison se trouvait en dessus de la vallée d'un fleuve qui s'appelle le Lot. Voilà. Et il y aurait apparemment d'autres personnes qui auraient observé un phénomène similaire dans les environs. Malheureusement, on n'a pas pu avoir, malgré des appels à témoins sur des journaux locaux, d'avoir d'autres informations. Ce monsieur a fait des appels à témoins sur des journaux locaux. Il y a eu 2 articles dans des journaux locaux qui ont été faits par rapport à ce cas-là. Et bien sûr, c'est un cas qui relève de la vague du 5 novembre 1990. Je pourrais dire quelque chose aussi sur le 5 novembre. Nous avons fait une petite enquête à partir des articles de journaux qu'on avait à notre possession. On s'est aperçu au départ que le CEPRA de Toulouse, donc, qui est l'organisme officiel qui gère entre autres le phénomène OVNI et qui dépend du CNES, c'est-à-dire le Centre national d'études spatiales, le CEPRA, qui est le service d'études des phénomènes de retombées atmosphériques, service d'expertise, pardon, de phénomènes de retombées atmosphériques, a déclaré qu'en fin de compte, les personnes, les professionnels de la navigation aérienne qui avaient vu les phénomènes OVNI, y compris même des membres du CEPRA qui étaient en déplacement pour des expériences météorologiques avec des ballons sondes, ces gens-là s'étaient tout simplement trompés et ils n'avaient vu qu'en fin de compte le 5e étage de la fusée Proton russe qui retombait. Voilà. Alors que renseignement pris à la source, il n'y aurait pas eu de décollage, de départ de fusée Proton aujourd'hui, à l'heure dite, par les milieux officiels, par les scientifiques. Voilà. Bon, on a également publié un article, enfin, c'est toujours le même article, mais on s'est aussi concentré sur des photos qui étaient parues dans une revue Paris Match, où il semblerait a priori que le photographe ait fait un trucage et profité d'une information pour pouvoir revendre donc un négatif truqué à un prix cher, assez exorbitant, ce qui aurait par le même coup fait l'avantage des milieux officiels qui voulaient désinformer. Il y avait tellement d'aberrations au niveau des données techniques de la photo que ça paraissait tout à fait impossible. Voilà, du genre une photo donc nette d'un phénomène aérien, c'est-à-dire une traînée avec des petites boules en guirlande au-dessus de la traînée ou au-dessous de la traînée, pris au quart de seconde ou au 1/8 de seconde, ou même en pose B avec un appareil 6.6. Ça défie toute logique photographique, je veux dire. Bon, on ne peut pas prendre un objet évoluant à une vitesse de 40 000 km/h en pose B le soir et en même temps avoir une photo nette. Il est évident que la majorité des gens se satisfait de ce genre d'informations et elle est contente, la curiosité des gens est rassasiée. Mais
les ufologues et les autres non. Voilà. C'était quelque chose, c'est un renseignement ponctuel sur le 5 novembre qu'il faut quand même souligner. Qu'est-ce que se peut dire de l'observation qu'a fait ton épouse Elisabeth de l'OVNI de Marseille? Oui, bon, ma femme, bon, elle voulait pas trop en parler, a fait une observation dans le courant du mois d'août. Bah, elle a vu à travers la fenêtre, elle a vu un engin immense, forme discoïdale, avec un dôme en dessus, un dôme en dessous, à la tombée de la nuit. La soucoupe traditionnelle, comme on voit dans les bandes dessinées, comme on a vu dans les années 50 aussi. Bon, au départ, elle était assise en train de regarder la télévision et elle a vu un jet d'étincelles sur son visage qui l'a fait un petit peu sursauter. Elle a cru que ça venait de la télévision, bon, elle s'est frotté les yeux. Elle a continué à regarder la télé. C'est revenu une deuxième fois, pareil. Alors là, elle s'est aperçue que ça venait de l'extérieur. Parce que, bon, elle était assise ici. À votre place, à la place de la caméra, il y avait donc la télévision. Et à ma gauche, donc à sa gauche plus exactement, la fenêtre qui domine une partie de Marseille. Elle est donc allée à la fenêtre, qui était ouverte, je précise, les volets étaient ouverts, et les vitres étaient ouvertes, c'était l'été, c'était chaud. Et donc elle a vu un engin qui, d'après elle, était à, je sais pas, une cinquantaine de mètres. Seulement 50 Oh, mètres? disons une centaine de mètres. Allez, va. Oui, 50 mètres, c'est peut-être pas assez, non. Disons à 100, 150 mètres, au-dessus des immeubles, et c'était très gros. Très grand. C'était très gros. Bon, j'ai pas encore fait le relevé sur observation, malheureusement. Quelque chose qui devait peut-être mesurer 15 à 20 mètres, si c'est pas plus. Bon. Et la sensation qu'elle a eue, c'était que le phénomène était là pour elle et rien que pour elle. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, c'est que elle était donc au balcon, et puis elle a dit: oh, partez, ça ne m'intéresse pas. Les ovnis, vous savez que moi ça ne m'intéresse pas. Enfin, elle disait ça mentalement. Elle a pensé ça. Elle a pensé ça. Sí. Partez, de toute façon Gérard est au travail, revenez demain. Revenez demain. Là, je lui ai dit qu'il n'a pas demandé le numéro de téléphone non plus. Et bon. Mais elle a dit qu'elle a senti quelque chose qui lui parlait dans la tête. Non, c'était